Située à l'extrême sud des Balkans, la Grèce est un petit pays montagneux, bordé par la mer Ionienne à l'est, Égée à l'ouest et Méditerranée au sud. Près d'un cinquième de son territoire est constitué de plus de 9000 îles et îlots, dont près de 200 sont habités. Mère de la civilisation occidentale, elle regorge d'un patrimoine antique inégalé. Depuis toujours, la Grèce est un pays de navigateurs qui essaime dans l'ensemble de la Méditerranée. Elle se relève peu à peu d'une crise économique sans précédent et peut compter sur ses habitants et la beauté de ses paysages, où le blanc de ses villages contraste avec l'azur de la mer. Son patrimoine n'est pas seulement antique, mais le fruit de 25 siècles d'histoire, à la croisée de l'Orient et de l'Occident. Cap sur les îles Koufonicia, dans l'archipel des Cyclades. Ces 3 îles sont situées au sud-est de Naxos. Kéros, la plus petite, est un site archéologique fermé au public. Kato n'a de visiteurs qu'une partie de l'année. Et Pano, la plus grande, ne compte que 300 habitants permanents. Les Koufonicia ne se sont ouvertes que récemment au tourisme. Elles offrent encore un environnement inexploré. Sans remonter trop loin dans le temps, faisons un saut d'environ 80 000 années en arrière, à une époque où le niveau de la mer était 120 mètres en dessous de ce qu'il est aujourd'hui. À l'époque, les îles des Cyclades formaient une seule et même île géante. Paros, Naxos, les petites Cyclades, Mykonos et Syros, toutes les îles des Cyclades étaient réunies. Et lorsque le niveau de la mer a commencé à monter petit à petit, les îles des Cyclades se sont progressivement séparées les unes des autres. Il y a 8000 ans, comme Naxos et Paros, ces îles sont devenues des îles à part entière. Dans la région des Cyclades, l'activité tectonique est dense. Cela explique que le niveau de la mer a continué à monter jusqu'à aujourd'hui. Les plages que nous voyons aujourd'hui se sont formées il y a environ 6000 ans, au moment où le niveau de la mer a commencé à se stabiliser. Les Koufonicia font partie des îles des Cyclades qui ne sont pas autosuffisantes en eau. Tous les ans, d'importants stocks sont acheminés vers ces terres, depuis le port du Laurion, en Attique. La demande est exponentielle en été, bien sûr, avec l'affluence soudaine de touristes. La végétation parvient pourtant à trouver son chemin à travers le sable ou la rocaille blanchie par le soleil. C'est le cas des bougainvilliers, des figuiers de Barbarie et des oliviers. Avec les lys maritimes et les yuccas, ce sont autant de teintes et de couleurs qui contrastent avec le bleu de la mer Égée. À l'époque, les terrains et les maisons se vendaient pour une poignée de pain. Pour acheter un terrain, ce n'était pas la surface qui comptait. À l'époque, celui qui avait du plomb dans la cervelle, parce que c'est important, et de l'argent, pouvait acheter l'île tout entière. Ce qui comptait réellement, c'était la pierre, pas la superficie. Ensuite, ceux qui ont acheté des terrains ont construit des maisons. Ça ne coûtait rien à l'époque. Les choses ont bien changé aujourd'hui. Pendant des millénaires, l'action de la mer et du Meltem, le célèbre vent des Cyclades, a façonné le rivage des Koufonicia. Le long des côtes, l'érosion offre un étonnant décor fait de grottes, de falaises entaillées
et de minuscules criques accessibles seulement par la mer. La particularité des îles Koufonissia, ce sont les grottes que nous trouvons principalement dans les espaces côtiers. Dans les îles Koufonissia, nous avons principalement des formations néogènes, ce qui signifie, en langage géologique, que ces roches se sont formées il y a environ 23 millions d'années. Elles sont composées principalement de roches sédimentaires, de calcaire et de grès. Ce type de roche est fragilisé par l'action des vagues. Les vagues s'écrasent sur les rochers et causent l'érosion. Certaines roches sont particulièrement sensibles à l'érosion et présentent des zones sensibles avec des petites fractures. Et vague après vague, les fractures se développent et deviennent plus profondes. C'est de cette façon que les grottes marines se sont formées. Il existe de nombreuses théories relatives à l'origine du nom des îles Koufonissia. Selon l'une d'entre elles, il viendrait du grec « kphos », qui signifie « cavité », car un voyageur qui découvrirait les îles depuis l'horizon ne verrait que des grottes. Il faut changer d'angle de vue pour apprécier cette côte déchiquetée, attendre l'accalmie pour embarquer et découvrir les trésors nichés au creux de ces roches. Trésors qui, pour certains, et selon la légende, étaient autrefois cachés dans les cavités par les pirates. Le trésor de ces îles, ce sont les grottes en elles-mêmes, les rochers et les eaux cristallines. L'île ne produit rien d'autre, tout est là. La mer transparente et les grottes. On ne trouve ni pastèque, ni patate, ni citron. Tout est là. Si la partie émergée des îles Koufonissia est pauvre en faune, c'est tout le contraire quand on s'enfonce dans les profondeurs du littoral. Peu fréquentés, inexplorés en certains endroits, les fonds marins de l'île accueillent un écosystème d'une diversité rare en Méditerranée. Les fonds marins de cette zone ont encore été assez peu explorés. Nous trouvons de nouveaux sites de plongée à chaque sortie. Si certains bas-fonds sont à 5 mètres de la surface, certaines fosses autour de l'île peuvent atteindre 50 à 60 mètres. C'est assez profond, mais la visibilité ici est exceptionnelle. Les eaux ont une couleur cristalline bleu-verte, un peu comme celle des Caraïbes. Au bon jour, on peut voir à 20 ou 30 mètres. C'est une visibilité exceptionnelle pour la plongée. À Aura,
Kora, le seul village de ces îles, et sur les plages de sable fin de Finikas, Phanos, Italida et Pori, les Koufonisia se conjuguent avec simplicité. Dans leur exploration, on ne manquera pas de plonger dans l'œil du diable, appelé aussi la piscine, généreux don de la géologie et de l'érosion, trésor des Koufonisia. Pour moi, le trésor des Cyclades, c'est Koufonisia. Direction Naxos, la plus grande île de l'archipel des Cyclades. Lorsque le visiteur arrive à Naxos par la mer, il est accueilli par la porte monumentale qui domine le port de Kora, la capitale de l'île. C'est le symbole de Naxos, seul vestige d'un temple probablement dédié à Apollon, construit sur un îlot aujourd'hui relié à la terre. D'après le mythe du Minotaure, c'est sur cette petite île que Thésée abandonna Ariane, une fois libérée du labyrinthe. Le marbre qui compose cette porte fit la richesse de Naxos pendant la période archaïque. Cette roche est la fierté de l'île et du sculpteur Nikos Verikokos, qui l'exploite avec talent. Mon histoire avec le marbre est très longue. Mon père était un artisan marbrier pendant des années. Et pour ma part, j'ai toujours apprécié cette roche, ce matériau. Je suis tombé très jeune amoureux du marbre. J'ai donc fait une école et débuté ma carrière. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que je travaille cette roche. Comme la plupart des marbriers de Méditerranée, Nikos Verikokos sculpte des éléments de décoration extérieure pour les maisons de ses clients. Il n'hésite pas non plus à concevoir des pièces ornementales plus petites, que les touristes peuvent rapporter avec eux. Si le marbre m'a d'abord plu en tant que matériau, j'ai vite compris que c'était une richesse de l'île qui se perdait. Pendant longtemps, le marbre a été très recherché pour la sculpture. Mais peu à peu, la demande s'est amenuisée et il n'y avait plus de sculpteurs pour perpétuer cette tradition et le savoir-faire local. Après sa première extraction en carrière, le marbre présente l'avantage d'être relativement tendre et facile à travailler. Une fois sculpté, il devient plus dur et plus résistant avec le temps. Si le sculpteur préfère le marbre à d'autres calcaires moins coûteux, c'est pour la finesse de son grain qui lui permet de réaliser des sculptures ouvragées. Le marbre est également plus résistant. Je réalise des sculptures pour des églises ou pour des maisons particulières auxquelles le marbre apporte une touche de noblesse. Sa matière première, Nikos la trouve dans les carrières à ciel ouvert situées dans les environs du village de Kinidaros, dans le centre de l'île. Ces carrières exportent 5000 tonnes de marbre chaque année. Έχεις κανένα καλό κομμάτι τώρα άσπρο, να πάρω. Έχει κόψει κάποια τεσσαριά τετραγωνικά. Κάνα καθαρό τώρα έχουμε που θέλω να φτιάξω ένα αερόν. Ναι, εδώ θα βγάλω. Από αυτό μπροστά, Ναι, από αυτό μπροστά, αλλά θέλει ακόμα... Είναι λοιπόν, είναι το βουνό. Pour extraire le marbre, on choisit l'endroit idéal dans la montagne pour fracturer la roche en faisant une tranchée horizontale et une verticale. On introduit ensuite, dans les interstices, des tiges métalliques que l'on actionne à l'aide d'un wagonnet.
Ce fil métallique découpe le bloc de marbre jusqu'à ce qu'il se détache totalement de la montagne. La découpe est franche sur 3 des faces du bloc obtenu. Pour le déplacer, on utilise une joue de fer que l'on positionne sous le bloc. On injecte de l'air et de l'eau entre le bloc et la roche jusqu'à ce qu'une séparation d'environ 30 cm se forme. À ce moment-là seulement, à l'aide d'une pelle, on peut saisir le bloc et le décharger sur la piste. Un bloc peut peser jusqu'à 500 tonnes. On commence alors à le découper en différents tronçons. Et si un des tronçons nous convient, on n'a plus qu'à l'emporter. Comme l'ensemble des Cyclades, Naxos est principalement constitué de granit, de marbre et de schiste. Le marbre est une roche dite métamorphique. Elle s'est formée il y a 40 à 45 millions d'années à la suite d'une série de transformations, liées entre autres à la température ou à la pression, sur des roches magmatiques ou sédimentaires. Je passe la main sur le marbre pour sentir s'il est rêche ou lisse. Je regarde aussi le rendu, les éclats, ce qui me permet d'anticiper sur la façon dont je vais pouvoir le travailler. Plus il y a d'éclats, plus il est friable. Au milieu du siècle dernier, cette carrière n'était pas exploitée. C'est un homme venu de loin qui a identifié le potentiel de la roche et ouvert des perspectives nouvelles pour cette région. Cette montagne appartenait à un berger de Nidaros, père de 12 enfants, qui connut des années difficiles pour faire vivre sa famille. Un jour, un Allemand lui proposa de l'argent, une somme très importante pour l'époque, afin de disposer de la montagne sur une durée de location de 40 ans. À cette époque, personne n'avait conscience de la valeur du marbre à Naxos. L'Allemand s'occupa du marbre, le travailla et développa toute l'activité autour de son exploitation. Aujourd'hui, la carrière appartient à la famille de la femme de Nikos Verikokos et on y extrait de superbes blocs de marbre. Retour à Kora, l'autre bout de la chaîne où Nikos écoule une partie du fruit de son travail. Mobilier urbain, devanture de porte, escalier. Pari gagné pour lui qui voulait faire renaître dans l'île ce savoir-faire ancestral. C'est à 2 pas du port, dans une rue piétonne et commerçante, qu'il expose les œuvres dont il est le plus fier. Ioanna est une très bonne amie. Je la connais, elle est son mari, depuis que je suis tout petit. Et nous sommes très proches depuis une quinzaine d'années. Nous avons tous deux suivi notre voie. Moi, j'ai choisi le marbre. Ioanna a ouvert une galerie d'art. Nous avons donc travaillé ensemble et c'est à mon avis une collaboration réussie. Je suis si fier et tellement attaché à l'une de mes créations que je ne peux pas la vendre. Il s'agit d'une chaîne en marbre sur laquelle j'ai travaillé pendant toute une année. Aujourd'hui, je ne pourrais plus refaire une pièce pareille. Je n'aurais plus l'énergie pour un travail de cette envergure.
Pour moi, le trésor des Cyclades, c'est le marbre de Naxos. Cap sur Délos, île minuscule et document archéologique gigantesque pour l'humanité. La notoriété de l'île de Délos trouve ses origines au sein de la mythologie grecque. Apollon et Artémis y auraient vu le jour. Dieu de la beauté et des arts pour l'un, déesse de la chasse et des femmes pour l'autre, ces jumeaux, fils et filles de Zeus, ont fait de Délos un sol sacré pendant près de 3 millénaires. Aujourd'hui, Délos est l'une des merveilles archéologiques du monde. À la fois sanctuaire religieux et comptoir commercial entre l'Europe et le Moyen-Orient, elle apporte un témoignage sans équivalent sur des civilisations qui ont considérablement marqué le vieux continent. Au commencement, il est un peuple qui vécut à une époque antérieure à la genèse de la mythologie grecque, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les premiers habitants sont arrivés sur cette île à la fin du XVe siècle avant Jésus-Christ. Ces pionniers venaient de la Grèce continentale. Ils se sont installés dans la plaine qui se trouve juste derrière moi. Ils ont amené avec eux leur religion, leurs coutumes, leurs cultes et leurs traditions. À cette époque du XVe siècle avant notre ère, ils parlaient un dialecte appelé le mycénien et adoraient une déesse. Leur dieu était une femme et on l'appelait la maîtresse de la nature. Terre-mère ou déesse de la fertilité. Elle constituait le concept religieux le plus important à cette époque. Des autels étaient voués à son adoration. C'est au cœur de la civilisation mycénienne que sont apparues les prémices de récits organisés et emblématiques de la Grèce antique, que l'on appelle la mythologie grecque. Il relate notamment l'histoire de la création de l'île de Délos par Poséidon. Ce dieu de la mer, de la navigation et des tempêtes, aurait fait sortir cette île des eaux pour que Latone, la maîtresse de Zeus, y trouve refuge. Il souhaitait la protéger des foudres de Héra, femme et sœur de Zeus. Latone donna naissance à un fils et une fille, qui devaient devenir deux des dieux les plus adorés de l'Antiquité. Cette île était le lieu de naissance d'Apollon et d'Artémis. Cette île était donc traitée comme un site religieux important. C'était un lieu de pèlerinage important. Au fil des siècles, et en particulier à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, les gens venaient ici tous les ans pour vénérer les deux dieux, Artémis et Apollon, mais avant tout Apollon, le dieu de la lumière, de la raison, de la musique et de l'équilibre. L'école française d'archéologie d'Athènes opère les premières fouilles à Délos en 1872. Depuis plus de 40 ans, elle révèle mètre par mètre un véritable musée à ciel ouvert et pousse les portes de la connaissance sur des civilisations et des mythes fondateurs. Trois édifices sont considérés comme des temples d'Apollon ici. Il y a un premier édifice de la seconde moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ, probablement construit par les Athéniens. Puis les Déliens engagent la construction d'un nouveau temple vers 475 avant Jésus-Christ. Ce chantier est arrêté. Les Athéniens construisent un temple qu'on appelle le temple aux 7 statues vers 420 avant Jésus-Christ. Puis les Déliens terminent leur temple vers 280 avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, la statue de culte, celle qui représente le dieu, qui était une statue en bois qui était dans le temple du VIe siècle avant Jésus-Christ, va être transférée dans le temple des Déliens, alors terminé.
Delos était en contact étroit avec l'île voisine de Naxos. Les artefacts que l'on a retrouvés ici témoignent des nombreuses offrandes des Naxiens. Ils faisaient le service du temple d'Apollon. Ils servaient le temple d'Apollon, mais à partir de la moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ, Athènes a fait preuve de beaucoup d'intérêt envers Délos. Notamment parce que cette île est à mi-chemin entre la Grèce péninsulaire et l'Asie mineure. Délos a fait l'objet des convoitises des puissances qui dominent la mer Égée, Paros, Samos et Naxos. Ces peuples apportaient régulièrement des offrandes sur l'île. Les lions de Délos en sont un bel exemple, et sans doute l'un des ensembles sculpturaux les plus connus de l'île. On pense qu'il y en avait peut-être une quinzaine. Donc tous sont à Délos, sauf un qui a été emporté par les Vénitiens et qui se trouve à l'arsenal de Venise actuellement. Ils sont en marbre de Naxos, donc très probablement une offrande faite par les Naxiens vers 600 avant Jésus-Christ. Leur disposition est tout à fait exceptionnelle. Ils se trouvent plutôt dans le secteur qui est consacré à Léto. Néanmoins, on ne connaît pas de rapport spécifique entre Léto et les lions. Les lions sont plutôt liés à Artémis. Et donc on peut douter de savoir s'ils étaient consacrés plutôt à Léto, plutôt à Artémis, plutôt à Apollon. Sol sacré et inviolable, l'île de Délos était soumise à des règles strictes. Il était formellement interdit d'y enterrer les morts, que l'on transportait dans une île voisine. Et les femmes ne devaient pas non plus y donner la vie. L'île subit ce qu'on appelle des purifications, souvent ordonnées par Athènes. Cela consistait à éradiquer toutes les tombes visibles de l'île. C'est notamment le cas pendant la guerre du Péloponnèse, qui oppose Athènes et la Ligue de Délos aux Spartiates, à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Lors de la deuxième purification qui eut lieu pendant la guerre du Péloponnèse, toutes les tombes de l'île ont été déplacées. Celles qui se trouvaient dans l'enceinte du sanctuaire, mais aussi toutes les autres, ont été ouvertes. Les os et des restes humains qui se trouvaient à l'intérieur, mais aussi des objets, la vaisselle, les bijoux, les armes et les pierres tombales, tout cela a été évacué et enterré dans de grandes fosses sur Rhénée, l'île d'en face. Dans le nord-ouest de l'île, au pied du mont Cynthus, se trouvent les vestiges du théâtre de Délos, avec ses murs et ses gradins de marbre blanc. Ce théâtre, il est commencé par les Déliens à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. On a d'abord construit un théâtre très simple avec le lieu où se passe le drame, où jouent les musiciens, que l'on appelle l'orchestra. En bordure, il y avait simplement quelques trônes en marbre. Et le premier bâtiment de scène était en bois. Et puis petit à petit, cet édifice a été transformé en un édifice entièrement construit en marbre et un des plus grands édifices des Cyclades, puisqu'il pouvait recevoir jusqu'à 6500 spectateurs qui venaient pour des représentations, pour des concours qui étaient principalement liés à Dionysos et à Apollon. Le quartier du théâtre est situé au sud-est du port. Il est considéré comme le plus luxueux de la ville antique et comprend plusieurs demeures de maîtres, dont celle dite des Dioscures et de Cléopâtre. En plus d'avoir été l'île sainte d'Apollon, Délos fut un riche comptoir commercial, ce qui explique la présence de ces nombreuses demeures. Sur le sol de la maison de Dionysos, on trouve encore des mosaïques qui datent des époques hellénistiques et romaines. Il possédait aussi un étage, et c'est une des très rares maisons qui a un escalier en pierre permettant d'accéder à l'étage, et l'ensemble devait atteindre environ 8 mètres d'élévation. Délos était également lié à des fêtes importantes de l'Antiquité, les Déliès. C'est Thésée qui aurait institué cette tradition. Ce héros mythique est connu pour avoir trouvé la sortie du labyrinthe
grâce au fil d'Ariane, et vaincu le redoutable Minotaure en Crète. À son retour vers Athènes, il aurait fait escale à Délos et promis d'y revenir en pèlerinage chaque année. Et pour moi, le trésor des Cyclades, c'est vraiment Délos. L'île de Paros est la 3e plus grande île et le principal carrefour maritime de l'archipel des Cyclades. Antiparos et sa petite sœur, toutes deux sont séparées par un chenal de seulement 500 mètres de large. Paros est réputé pour son exposition au vent fort qui souffle sur cette partie de la mer Égée. Ses 100 km de côte sont notamment exposés au Meltem, qui peut atteindre des forces 8 pendant l'été. Le port de Naoussa est situé au nord de l'île, au fond de la baie de Plastira. Dans cette charmante marina, les coques en bois colorées des bateaux s'entrechoquent joyeusement. Associés aux façades blanches des maisons, aux chats qui se prélassent au soleil et aux filets de pêcheurs qui s'entassent le long de la marina, ces traditionnelles embarcations grecques, que l'on appelle caïques, font de Naoussa un délicieux petit havre de paix. Autrefois à voile ou à rame, elles se sont bien sûr considérablement modernisées. Les caïques, qui sont des bateaux traditionnels de l'Antiquité, continuent d'exister aujourd'hui. Ils servent toujours pour la pêche, mais commencent également aujourd'hui à être utilisés pour des excursions touristiques à la journée. Et c'est un moyen de préserver les modes de vie traditionnels de la Grèce, notamment dans les îles. Les coulisses de la renaissance de ces bateaux traditionnels se situent sur l'isthme qui relie la presqu'île de Vraconicida à Paros. C'est dans ce chantier naval que la plupart des caïques de l'île ont vu le jour. Ici également que les plus anciennes font peau neuve. On y emploie des méthodes traditionnelles, garantes d'une qualité inégalable. Nous réalisons les caïques traditionnels avec le bois utilisé par les ingénieurs en construction navale. Ils utilisent des méthodes traditionnelles pour la construction de coques en bois et nous appliquons les mêmes méthodes. La partie en résine vient d'un moule, tandis que la partie en bois est fabriquée à partir d'une maquette. Il y a deux techniques, la construction à franc-bord et la construction à clin. Pour ma part, je travaille traditionnellement. J'utilise donc la technique à franc-bord, comme mon père. Avec le bois, je fabrique d'abord une moitié de la coque, puis l'autre. C'est ce travail de conception que l'on appelle franc-bord. L'autre technique, qu'on appelle à clin, consiste à faire un repérage entièrement au sol sur un carton. C'est une technique utilisée par les ingénieurs. Elle nécessite un plan. Voilà pour les méthodes de construction traditionnelles en bois. Les coques en résine sont réalisées grâce à un moule. C'est dans ce chantier qu'un aficionado de la mer et de ses embarcations traditionnelles a fait restaurer un ancien caïque. Pour Christos, ce bateau, c'est le projet d'une vie, l'accomplissement d'un rêve. Depuis tout petit, j'adore la mer. Mon père était un grand pêcheur. Je suis toujours allé avec lui faire du bateau et j'en ai toujours voulu un. J'ai accompli mon rêve.
Ce caïque a 34 ans. Il a été construit par un vieux marin qui s'en est servi pour faire des excursions et a mené les touristes du port de Naoussa aux plages en face. Et puis le monsieur est décédé et le bateau est resté à l'abandon pendant 5 ans. Je l'ai racheté à la femme de ce monsieur et j'ai mis 1 an pour le restaurer et en faire un bateau de croisière. La mer est un personnage central de la vie de Christos. Elle est une ressource pour lui, comme elle l'a été pour ses ancêtres. Mais aujourd'hui, c'est du tourisme que vit ce matelot. En effet, parmi les caïques du port de Naoussa, certaines proposent une découverte des îles par la mer, insolite et amusante. Antiparos, que l'on atteint après environ 1 heure de navigation, est connu pour ses falaises de calcaire et ses grottes. Ces curiosités géologiques ne sont accessibles que par la mer. À présent, nous arrivons sur les sites de saut de falaise. Et à cet endroit, vous pouvez sauter. Il y a 3 niveaux, une faible hauteur, une hauteur intermédiaire et le spot le plus haut. Ça fait environ 7 à 8 mètres de hauteur, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger. La Grèce comprend plus de 9000 îles et îlots, qui représentent 1/5 de son territoire. Depuis l'Antiquité, le peuple grec est tourné vers la mer. Aujourd'hui encore, la Grèce est la première flotte du monde. Pendant les croisières en caïque, les voyageurs voient défiler sous leurs yeux un décor de rêves, de mythes et d'épopées. C'est rare d'avoir ça sur un caïque. Et en fait, c'est le seul à avoir un barbecue. Ça va vous plaire. L'expérience qu'on peut vivre avec cette excursion, vous savez, c'est vraiment génial. Notamment à cause de la couleur de l'eau. Avec un peu de chance, on peut apercevoir certains animaux, comme des tortues ou des dauphins. J'adorerais voir ce genre d'animaux. Après avoir évité les nombreux écueils entre ces îles, trouvé le bon angle pour négocier l'entrée d'une passe, il est temps pour Christos et ses passagers de rentrer au port. Les terrasses typiques de Naoussa n'attendent qu'eux, avec leurs poulpes séchés au soleil et cuits au charbon de bois. Pour moi, le trésor de la Grèce, ce sont les caïques. Paros est la 3e plus grande île de l'archipel des Cyclades. À Parikia,
La basilique de la Panagia Katapoliani est le plus grand sanctuaire paléochrétien des Cyclades. Sa fondation remonte au IVe siècle et le bâtiment actuel date du VIe siècle. Elle est aussi appelée basilique de la Panagia Ekatontapiliani, ce qui signifie Notre-Dame aux 100 portes. Cela fait référence à la légende millénariste attachée à la basilique, qui stipule que lorsque la 100e porte sera ouverte, Constantinople sera reconquise par les chrétiens. Il s'agit d'une basilique à 3 nefs et toit en bois qui a été détruite au VIe siècle par un incendie et que Justinien, alors empereur de Byzance, a fait reconstruire. On reconnaît dans l'église les modèles de son époque. Il s'agit des voûtes et du dôme. Au fil des siècles, l'église a subi d'importantes catastrophes et des réfections pour éviter qu'elle ne s'écroule. La catastrophe la plus importante est survenue en 1747, lors du séisme de Santorin, où environ près de la moitié de l'église a été détruite. La contribution financière de Nicolas Mavrogenis, souverain parien de Moldavie et de Valachie, a permis de réparer les dommages subis. Au début des années 60, Anastasios Orlandos, un des plus grands archéologues grecs, a conduit d'importantes fouilles sur le lieu de la basilique. S'il a levé de nombreux voiles sur les mystères de son origine, il a également décidé de ramener le bâtiment à ce qu'il considérait comme étant son état initial, celui du VIe siècle. Cela donne à la basilique un aspect totalement différent de la majorité des autres églises grecques. L'église est construite sur les ruines de l'ancien gymnase de Paros. Il n'est pas inhabituel que les premières églises chrétiennes aient été construites sur les ruines d'un monument païen plus ancien. Il y a 2 raisons à cela. Tout d'abord, les monuments d'origine procuraient tout le matériel nécessaire pour la construction de l'église. Et ensuite, c'est parce que c'est comme une victoire symbolique sur l'ancien monde et l'ancienne religion. C'est comme dire, nous avons bâti nos églises sur les ruines de l'ancien monde, des anciennes religions et des anciens dieux. L'ensemble architectural est ceint d'un mur long de plus de 200 mètres. L'église principale, dédiée à la Dormition de la Vierge, abrite le plus vieux et le mieux préservé des baptistères de l'Orient chrétien. Elle est aussi adossée à la plus ancienne église de l'île, transformée en chapelle. À l'intérieur du sanctuaire se trouvent 2 des plus importants monuments de l'église. Le premier se nomme ciborium, et il s'agit d'un baldaquin de marbre qui surmonte le maître-autel. Supporté par 4 colonnes, il a été réalisé en marbre de Constantinople, et la voûte qui le surplombe est faite en marbre de Paros, et date du VIe siècle. Le deuxième se nomme Saint-Tronon, un amphithéâtre formant un hémicycle concentrique qui se trouve dans l'abside, dans la partie est du sanctuaire. Il se compose de 8 marches, au sommet desquelles se trouve un trône épiscopal en marbre. C'est là que dans les premiers siècles de l'ère chrétienne siégeait le grand prêtre, accompagné d'assistants ou de prêtres, pour officier également en dehors du Saint-Tronon, à côté du trône principal. Le marbre qui compose les bâtiments périphériques est le marbre blanc de Paros. Pour la construction de la grande église, en revanche, le marbre a été importé. Pour les colonnes de la nef et du transept, ainsi que pour celles du ciborium, il pourrait s'agir de marbre gris, en provenance de la mer de Marmara. Les colonnes de l'iconostase sont en marbre bleu-gris, veiné de brun. Il ne provient pas non plus de l'île et semble avoir été prélevé sur un bâtiment antique, donc importé durant l'Antiquité.
Cette sorte de baptistère n'a été utilisée qu'au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne et jusqu'au VIe siècle, époque où Justinien décréta le pédobaptisme. Édifier un baptistère et des fonts baptismaux en marbre et en forme de croix de dimension aussi importante n'avait plus aucune raison d'être pour y baptiser de jeunes enfants. Le baptistère de l'église Ekatonda Piliani est formé de 3 salles: le narthex, la nef principale et le Saint des Saints. C'était là que s'accomplissaient en groupe les baptêmes jusqu'à un âge avancé au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne. Il y a un trésor secret dans cette église. C'est l'eau bénite qui jaillit sous l'autel. Cette eau qui était sans doute offerte aux jeunes pariens quand cet endroit était un gymnase et qui est devenue bénite plus tard quand l'église a été construite. La bénédiction de l'eau de la source qui jaillit sous les fondations de la basilique est liée au destin d'une femme du nom de Théoctiste. Originaire de Lesbos, cette dernière avait quitté son couvent pour rendre visite à sa sœur dans son village. Toutes deux furent enlevées par des pirates musulmans qui pratiquaient la traite des Blanches. Alors qu'une tempête contraignait l'équipage de bandits à accoster sur l'île de Paros, Théoctiste réussit à s'échapper et se cacha dans une église. La trace de pas qu'elle laissa dans le marbre des dalles de la basilique effraya les pirates qui s'enfuirent. Elle a vécu seule pendant 35 ans en se nourrissant de fruits et en buvant cette eau bénite qui jaillissait sous l'autel de l'église. À la fin de sa vie, un chasseur est venu ici et a vu cette femme sainte. Il lui a demandé si elle avait besoin de quelque chose. Elle a demandé la sainte communion d'une église de son village. Et le chasseur lui a promis de la lui amener lors de son prochain passage à Paros. Quand il est revenu, il a trouvé la religieuse étendue sur le sol de l'église, morte. Et il a compris qu'elle était devenue une sainte. Pour être protégé dans sa vie, il a coupé la main de la sainte et l'a emportée. Mais en revenant sur son navire, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas partir. Malgré ses efforts pour lever les voiles et quitter l'île, il était incapable de déplacer le navire, comme si celui-ci avait été transformé en pierre. Il a donc compris qu'il avait fait quelque chose de mal qui l'empêchait de quitter l'île. Il est revenu ici, il a remis la main sur le corps de la sainte. Ce n'est qu'après cela qu'il a pu partir. Cette histoire est relatée au Xe siècle, dans la vie de Théoctiste de Lesbos, écrite par Niketas Magistros. Dans son récit, il se sert du modèle de Sainte Marie d'Égypte. À l'image de cette figure vénérée par les catholiques comme par les orthodoxes, les icônes représentent Théoctiste comme une femme mince aux cheveux blancs, aux pieds nus, vêtue d'un manteau en lambeaux. Ce texte est la toute première mention qui est faite de la basilique et a permis de dater la construction de l'église, probablement avant le premier siège de Constantinople par les Arabes, à la fin du 7e siècle. Pour moi, le trésor des Cyclades, c'est l'église Ekatonda Piliani. Au sein de la majestueuse Dame de Pierre de Paros, l'architecture byzantine et les icônes racontent une part souvent méconnue de l'histoire grecque, faite de légendes et d'influences orientales. À la rencontre de ces artisans dans les montagnes qui dominent ces îles par milliers, au détour d'une excursion le long de ces côtes entamées par la mer et le vent, dans la fraîcheur de ces églises millénaires où scintillent les icônes du rite orthodoxe, à la terrasse d'un port où s'exhibent des poissons tout droit sortis des filets du pêcheur, la Grèce offre une palette d'ambiance et de trésors en bleu et blanc.